les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Anne Féninger, directrice d'université PSA. PSA a une actualité très forte en ce début d'année 2021, suite à la fusion avec Fiat Chrysler pour donner naissance à Stellantis. Avec Anne, nous parlons de la digitalisation du groupe pour répondre aux enjeux du marché de la mobilité. Anne a notamment mené des projets pédagogiques afin que le digital irrigue l'ensemble des métiers du groupe, des opérations jusqu'au métier de la relation client, en passant par le management. Anne nous partage également des initiatives mises en place pour développer la culture apprenante chez les collaborateurs. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, je suis super content et très heureux de vous recevoir sur l'entreprise apprenante. Merci de pouvoir partager avec nous votre métier, les projets que vous portez chez PSA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la première chose, c'est est-ce que vous pouvez nous parler finalement des éléments clés de votre carrière qui vous ont amené à devenir directrice de l'université PSA? Oui, bien sûr. Alors, les ressources humaines sont un sujet qui m'a toujours intéressée dès la classe préparatoire avant d'intégrer le SCP. Et ceci dit, en faisant mes premiers stages, en fait, je me suis plus orientée vers le marketing et la communication que j'ai découvert à cette occasion-là. Et surtout, je me sentais un petit peu jeune, en fait, et pas assez expérimentée pour pouvoir démarrer par des ressources humaines. Donc, j'ai fait une carrière pendant 20 ans dans le marketing, la communication et surtout le digital, jusqu'à ce que l'équipe RH du groupe me propose ce poste de directrice de l'université que j'ai accepté en fait pour sortir de ma zone de confort et puis revenir finalement à ses premières amours et de regarder surtout ce que je pouvais y apporter avec mon profil qui du coup était un petit peu particulier et c'est un choix que je n'ai pas du tout regretté jusque-là. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à, c'est assez intéressant de venir effectivement d'une carrière plus du business. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre lecture du monde de la formation, en fait, votre background qui est finalement qui vient pas de la formation, mais qui vient du business? Déjà une connexion avec le business sur les priorités et ce qui est important pour que le business se fasse correctement et les priorités en termes de compétences pour y arriver. Il y a aussi la casquette marketing parce que un marketeur en fait est quelqu'un qui s'intéresse à son client et qui essaye de lui apporter la bonne réponse et donc c'est tout à fait valable pour la formation comme ça peut l'être pour un produit ou un service. Et il y a également après la dimension communication ou ergonomie auquel je suis assez sensible du coup sur les produits ou les parcours qu'on peut proposer à nos apprenants et nous assurer en fait qu'on les cible correctement. Il y a toute une dimension CRM qui reste d'ailleurs encore pas mal à explorer, mais pour s'assurer qu'on propose les bons contenus aux bonnes personnes. Et tout ça, en fait, ça vient du marketing au départ, mais ça me semble tout à fait adapté au learning également. Ok, super intéressant effectivement de faire cette analogie entre la partie CRM. Effectivement, on a toujours un public. Là, c'est un client interne, c'est un collaborateur, mais c'est ultra intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots effectivement le groupe pour lequel vous travaillez, PSA, avec notamment une actualité récente avec la fusion avec Fiat Chrysler pour donner naissance à Stellantis? Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Tout à fait. Donc en fait PSA n'existe plus. Donc le groupe s'appelle Stellantis depuis mi-janvier. Un constructeur automobile puisque finalement c'est le rassemblement de deux sociétés automobiles avec 18 marques du coup aujourd'hui dans le groupe. Une grande diversité avec la présence dans différents pays et différentes cultures de nos différents collaborateurs. C'est 400 000 personnes dans le monde aujourd'hui avec des enjeux du coup qui sont importants pour le monde de la mobilité
mobilité demain et des besoins de nos clients qui évoluent assez forcément. L'impact également de l'environnement avec l'électrification ou la digitalisation, avec la connectivité ou la conduite autonome et l'évolution aussi du sens de propriété du véhicule. Donc c'est un marché qui est assez dynamique, dans lequel il se passe pas mal de choses et où du coup une université d'entreprise a pas mal de choses à apporter en fait pour pouvoir accompagner ces différentes transformations. Ok, ouais, effectivement, on voit que le marché de la mobilité, ce qu'on appelait avant, effectivement, on était sur le marché automobile et maintenant on est sur un marché de la mobilité plus large. Il y a beaucoup de tendances de fond, d'évolution technologique, mais aussi sociologique, donc ultra intéressant. On va parler en ensemble effectivement de ce que vous avez fait sur les derniers mois et les dernières années avant la fusion pour donner naissance au groupe Stellantis, donc chez PSA. Le premier sujet, c'est effectivement parler de digitalisation, qui est un véritable moteur fondamental de transformation dans votre entreprise, avec un projet pour lequel vous avez été distingué, qui est le baromètre digital et qui nous a vraiment intéressé. Vous avez mis en place ce projet en fait afin d'évaluer finalement la culture et les compétences digitales des collaborateurs PSA. En fait, à la manière finalement d'un TOEIC ou d'un BULATS pour des langues, ce baromètre est finalement se veut être un indicateur de référence pour mesurer le niveau de chaque collaborateur. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse partir finalement de la genèse. Quelle a été la genèse de ce projet? À quoi vous souhaitiez vous répondre comme enjeu avec ce baromètre? Oui, alors comme vous l'avez compris, le digital est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est un domaine dans lequel j'ai œuvré pendant pas mal d'années et où du coup, en étant dans le métier justement, le business dont vous faisiez référence au départ, j'ai pu noter finalement les écarts en termes de culture et de savoir qui pouvaient me manquer par endroits et de conversations qu'on pouvait avoir des fois avec des collègues qui comprenaient pas toujours de quoi on parlait. Et je me suis dit, pour que vraiment la transformation digitale puisse fonctionner, il faut qu'on ait un langage commun et que tout le monde ait une culture digitale minimale pour pouvoir échanger et décider et faire évoluer et transformer le groupe de manière pertinente. Donc c'est un sujet sur lequel on se rejoignait fortement avec le CDO du groupe. J'en profite pour dire qu'on travaille beaucoup ensemble, l'équipe du CDO et l'université, parce que finalement, lui, il a des enjeux de transformation, nous, on a des moyens pour l'accompagner, donc on essaye d'être alignés sur ces solutions. Et ensemble, du coup, qu'on a créé ce baromètre, justement pour se dire, aujourd'hui, on en est où, quel est le niveau de connaissance et de culture digitale qu'ont nos collaborateurs, et les inviter finalement derrière à les développer, parce qu'en fonction du résultat que l'on obtient, s'il est faible, l'idée c'est de se dire comment est-ce que je peux progresser et de pouvoir identifier ces points de progrès, puisqu'on a un baromètre qui est sur 5 axes, dont notamment les opérations, la stratégie, les technologies, les collaborateurs, et qui permet du coup de se positionner sur chacun de ces axes et de regarder quels sont les progrès possibles à faire. Et derrière ce baromètre, en fait, on propose également des formations et des contenus pour pouvoir progresser sur les sujets sur lesquels on est potentiellement les plus faibles. Ok. Et donc, c'est super intéressant effectivement de comprendre d'où vous partez et que ça rejoint la stratégie finalement, la stratégie de l'entreprise, voilà, et que ça touche l'ensemble des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, effectivement, vous avez commencé à toucher du doigt avec les axes, finalement la construction de ce projet, à partir du moment où on a fait le constat que effectivement il faut qu'on ait une culture minimale et qu'on fasse progresser l'ensemble des collaborateurs. On sait que c'est une tendance de fond dans toutes les entreprises. Comment finalement vous avez construit ce projet, comment vous avez défini ces axes, qu'est-ce que vous souhaitiez valoriser, mettre en exergue avec ce baromètre pour ensuite développer les compétences de vos collaborateurs? Alors, on a voulu aller construire un baromètre pour s'assurer que les gens comprennent ce qu'est le digital. Donc l'idée, c'était pas juste connaître les définitions, savoir de quoi on parle, mais vraiment que intellectuellement la démarche soit comprise. Donc l'idée était pas seulement de s'intéresser aux usages et à savoir utiliser les outils, mais bien également les manières de fonctionner. Quand on parle de la data et l'impact sur la transformation, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on parle de MVP, quel est son rôle dans un projet? Donc c'était quelque chose d'un petit peu plus profond, parce qu'il existe des choses sur le marché qui permettent d'évoluer. Alors on parle aussi de compétences digitales, mais souvent elles sont un petit peu plus basiques. C'est aller sur Internet, savoir utiliser Microsoft Office 365 ou des choses de ce type-là. Et on voulait aller un cran plus loin pour que justement ce soit plus dans la manière dont on travaille et dans la prise de décision au quotidien. Donc on a lancé un appel d'offres puisqu'on trouvait pas exactement sur le
marché la solution qui nous convenait, en partant justement en intégrant des entreprises qui avaient déjà un petit peu touché le sujet ou qui étaient un peu spécialisées sur les usages ou sur les notions marketing notamment, et de voir avec eux s'ils étaient prêts à étendre leur périmètre. Et finalement, c'est NetExplo qui a gagné cet appel d'offres en finalement partant de zéro et en construisant complètement l'offre à la carte pour nous, en faisant appel à Julien Lévy, qui est professeur à HEC et qui est connu pour avoir construit un référentiel des connaissances et compétences digitales. Et NetExplo s'est adossé à The MOOC Agency pour la partie technique et la restitution. Et donc en fait, on s'est fait différents groupes de travail avec Julien Lévy et NetExplo pour définir en fait ces compétences. Donc Julien avait créé en fait cette approche en 5 axes qui nous semblait tout à fait pertinente parce que ça permettait autant de couvrir le comportement des collaborateurs que les opérations qui touchent un petit peu plus au milieu du manufacturing ou des technologies, et encore le client. Et là, on est plus sur des notions marketing, mais ça couvrait vraiment les différents secteurs dans lesquels le digital apparaît dans le groupe. Et à partir de là, derrière, on a détaillé tous les thèmes qui nous semblaient clés, notamment pour notre activité. Et de là, on découlé la création des questions. On a construit 150 questions qui sont tirées de manière aléatoire. Chaque répondant en fait à 35 questions au moment du passage de son test qui dure environ 45 minutes. Et l'idée, c'est qu'il puisse se retester après s'être formé. Et donc, il est progressé entre temps en se formant. Voilà, parce que l'idée, c'est de faire évoluer nos collaborateurs et de les inviter à continuer à apprendre sur ce domaine. Ok, ouais, ça m'amène effectivement ce que vous me dites, la prochaine question, c'est-à-dire que ce que vous avez mis en place, c'est effectivement cet indicateur de référence qui permet en fait de mettre chaque collaborateur à un endroit de l'échelle, et donc ça a dû sûrement vous permettre effectivement de mettre en place des formations, des formations sur mesure, et de voir effectivement des niveaux de progression. Qu'est-ce que vous avez constaté ensuite sur les niveaux de progression? Est-ce que vous avez constaté peut-être qu'il y a des formations qui sont plus efficaces que d'autres, ou vous avez constaté que certains comportements qui étaient plus efficients que d'autres dans la progression par rapport à une valeur initiale, à un baromètre initial réalisé par un collaborateur, et ce baromètre qui est refait, en tout cas cette évaluation qui est refait plusieurs mois plus tard et sur lequel il y a une progression? Alors, il y a différents points. Alors oui, pour répondre directement à votre question, oui, il y a une progression effectivement quand les gens repassent le test de plusieurs points. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, même si c'est un tout petit peu en dessous de l'ambition qu'on s'était fixée. Et ça permet de suivre ça dans le temps. Ce qui nous intéresse aussi, idéalement, c'est de pouvoir se comparer à d'autres entreprises, parce que c'est bien de savoir comment on fonctionne nous, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne à d'autres. Donc on a ouvert notre produit à d'autres sociétés, et certaines nous ont rejoints et sont en train de le déployer. Donc l'idée était aussi de se comparer au reste du marché et aux autres industries pour que ça ait un petit peu de sens. Mais pour être complètement transparente, aujourd'hui, on n'a pas atteint le nombre de collaborateurs à impliquer. Enfin, si, on a atteint nos objectifs pour l'année dernière, mais disons qu'on a une ambition qui est beaucoup plus large pour toucher ces collaborateurs, puisqu'on aimerait que 40 000 personnes aient réalisé le test à la fin de l'année 2021. Ils sont plus de 6 000 aujourd'hui, donc ça laisse encore un bel axe de progression. Donc on est toujours dans la phase de continuer à faire passer la première évaluation à la majorité des gens, sachant que certains ont déjà commencé à se retester comme c'est prévu, puisque la logique est effectivement de passer une première fois pour savoir où on en est, mais surtout d'apprendre pour progresser ensuite. Et en termes d'apprentissage, en fait, on a proposé des contenus de formation qui sont sur les 5 axes en fait proposés par le baromètre, et sur chacun des axes, en fait, selon les résultats, on est en niveau 1 débutant, 2 intermédiaire et 3 expert, et selon son niveau, en fait, on propose pas les mêmes contenus à découvrir, sachant que c'est libre, hein, chacun peut effectivement faire ce qu'il veut, nous on les guide, et l'idée c'est effectivement de s'intéresser aux contenus qui correspondent le mieux au profil, et on parle bien de connaissances, hein, donc c'est vraiment aussi développer la curiosité de nos collaborateurs. Donc nous on leur donne des exemples de contenus à aller écouter, lire ou regarder, mais il y a l'idée c'est aussi que chacun ensuite se prenne en main et
continue à développer de la curiosité, notamment par des sujets qui sont plus en lien avec son secteur. Donc, on a aussi fait des recommandations de sites ou de newsletters à aller regarder ou ou s'abonner pour que ensuite les gens soient plus autonomes et continuent à progresser dans le temps, chacun par rapport à ses priorités et son domaine d'activité. Ok, génial. Ouais, donc donner aussi la main et donner l'impulsion à chaque collaborateur pour qu'il puisse se développer. Voilà, que le baromètre serve finalement de point de départ peut-être. Ok. Et c'est ça, tout à fait. C'est pour initier, donner envie et développer la curiosité. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et je suppose que effectivement vous avez parlé, donc déjà 6000 c'est déjà une jolie population, et vous avez donc des objectifs beaucoup plus importants. Comment est-ce que vous projetez déjà en fait par rapport aux résultats que vous allez avoir quand vous aurez par exemple eu les 40 000 personnes qui auront passé ce baromètre, et puis les résultats d'autres entreprises? Comment vous projetez d'exploiter finalement la donnée liée en fait à ce baromètre? Est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous aimeriez ou souhaiteriez faire? Voilà, est-ce que vous avez déjà projeté des choses avec le groupe de travail dont vous m'avez parlé? Pas forcément, parce qu'on veut rester dans cette dynamique où chacun continue à apprendre dans le temps, et surtout d'enclencher cette dynamique de transformation. L'objectif était vraiment là, et finalement que ça accompagne la culture du learning dans le groupe, pour que chacun se prenne un petit peu en main, parce que les parcours sont tellement divers et les sujets sont tellement variés dans le digital qu'on va pas pouvoir accompagner tout le monde individuellement. Après, il n'empêche qu'on a également des programmes spécifiques pour nos managers sur ces différents thèmes digitaux. Après, on va avoir des formations un petit peu plus pointues par sujet, ou des formations qui permettent d'accompagner la transformation ou d'intégrer la data dans son environnement. Après, ça va plus être à la carte par rapport à des gens qui vont avoir noté que finalement il y a des sujets qui les intéressent plus ou moins, donc ça va donner plus de visibilité à nos programmes, mais ça reste une démarche personnelle de collaborateurs qui auraient envie d'évoluer plus fortement vers ces sujets. Ça peut aussi nous permettre d'identifier des collaborateurs qui ont de très grandes qualités dans le digital et qu'on n'avait pas forcément identifié comme ça, parce que c'est peut-être pas leur cœur de métier aujourd'hui, mais qui ont en tout cas une appétence et une curiosité, et à qui on pourrait proposer des parcours professionnels différents demain. Ok, ouais, je pensais à ce genre de choses, le fait que vous puissiez finalement remonter, cartographier des usages, des comportements, des compétences que vous n'aviez pas forcément vues sur le terrain, parce que sur le terrain, les gens ils sont dans leur job et qu'ils sont pas forcément déclaré les choses. Donc, ok, génial. Ça fait faire pour en identifier. Ou pour identifier des formateurs internes d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, ou de gens qui ont des compétences fortes à partager avec leurs collaborateurs. Clairement, et notamment dans le digital, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup aussi d'informels sur l'appréhension des usages, ou aussi des outils. On le voit dans toutes les entreprises. Ça fait effectivement la transition. Vous avez parlé aussi de la strate managériale, avec l'apport du digital dans la culture de la managériale. On parle souvent de avoir digital et d'être digital. Quelles sont aujourd'hui les évolutions induites par cette révolution digitale que vous souhaitez intégrer dans les pratiques managériales? Alors il y a différentes choses. Il y a à la fois la culture digitale et tout le sens qu'on veut mettre autour du digital, qu'on va intégrer ou distiller dans les formations managériales traditionnelles, où on va évoquer l'agilité, où on va évoquer le management à distance, du coup toutes les nouvelles manières de gérer ces équipes qui sont induites par nos nouvelles modalités de travail, où on va avoir un mix entre le travail sur site et le travail à distance. Donc ça, c'est des choses qu'on intègre dans les programmes managériaux. Et ensuite, on cherche à faire un focus un peu plus spécifique avec un programme dédié aux managers qui se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est de la sensibilisation. Donc on a lancé un programme de Web TV mensuel qui permet d'aborder des sujets tels que pourquoi est-ce que la data et l'IA, par exemple, doivent intéresser tout le monde. Comment est-ce que je peux être un manager
plus agile, découvrir le design thinking, voir l'intérêt que cela peut avoir pour mon activité ou l'impact des startups aussi pour booster mon agilité. Enfin, ce genre de thématiques qui ont plus pour vocation d'éveiller la curiosité, sensibiliser aux enjeux et de partager entre pairs, parce que c'est un plateau télé avec d'autres managers qui partagent leur expérience. Et dans un second temps, en fait, on leur propose des workshops d'une demi-journée qui permet d'en savoir plus sur ces différentes thématiques. Donc le mindset agile, la culture du feedback, la culture de la data, l'UX et le design thinking par exemple. Et donc là, pour se perfectionner et mieux comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, la troisième étape étant de le mettre en œuvre dans son équipe. Donc, on parle de sensibiliser, découvrir plus concrètement et mettre en pratique. Donc, c'est l'approche que l'on essaye d'avoir avec notre cible de manager. Ok, ouais, on sent qu'il y a vraiment une culture du faire, hein, du doing, c'est-à-dire que dès la première étape dans la sensibilisation, vous les faites partager, sur le projet précédent, on sent vraiment qu'il y a cette culture où à la fois, voilà, il faut faire passer les connaissances, mais il faut surtout qu'ils se les approprient et que eux-mêmes ils arrivent à échanger entre pairs. Donc on sent vraiment cette culture chez vous. On peut pas s'arrêter à la connaissance en fait. Là, l'idée, si on veut transformer, il faut que les gens mettent en pratique. Et rien de mieux finalement que de le lancer avec son équipe. Et pour le lancer, il faut un petit peu le maîtriser. Donc voilà, l'idée c'est de les amener étape par étape à la mise en œuvre. Ouais, ce qu'on dit souvent, c'est que la meilleure façon de se former, c'est d'enseigner. Donc, effectivement, en tant que manager, le fait finalement de pouvoir le retranscrire à ses équipes, c'est déjà se former soi-même. Ok, génial. Exactement. Anne, on va revenir un peu sur cette année 2020 qui a été quand même assez épique pour on va dire toute l'industrie de la formation professionnelle et en tout cas et de manière générale pour tout le monde. Ça a globalement bousculé les plans de formation, ça a bousculé, je suppose, vos plans à l'université, l'entreprise. Que s'est-il passé finalement chez ex PSA en mars 2020? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Alors, on est passé en télétravail à 100% en France et dans plusieurs autres pays. Et effectivement, ça nous a obligés à repenser notre manière de se former, sachant qu'on avait des gens qui étaient en chômage partiel, ce qui donnait droit dans certains pays à se former pendant ces périodes-là, dans d'autres moins. Donc, revoir nos formats assez rapidement. Donc, au début, il y a des choses qui se sont faites en passant sur du Skype, de façon animation de réunion un peu traditionnelle. Puis tout doucement, on a formé les gens à utiliser les classes virtuelles avec Adobe Connect pour qu'on puisse utiliser des formations plus interactives, des tableaux blancs, des échanges en sous-groupe, etc. Donc voilà, ça s'est fait par étapes, mais on a essayé de réagir assez rapidement pour pas tout stopper. On a également communiqué beaucoup sur des parcours existants en e-learning pour que voilà les collaborateurs puissent utiliser les temps de chômage partiel pour se former en ligne avec des choses qui existaient déjà. Et là, on a essayé de faire des communications un peu ciblées par académie ou au contraire, donc quand c'était des sujets un peu larges, s'adresser à une population plus large. On a également digitalisé durablement, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui, toutes nos formations managériales, en fait, qui étaient toutes réalisées en présentiel précédemment, et on a basculé complètement en digital, donc des formations qui se faisaient en 2 jours sur site avant, se font aujourd'hui sur 2 ou 3 semaines, avec des webinars et des ateliers tous les 2-3 jours pendant 2 à 3 heures. Donc voilà, on a rechangé profondément ces formations-là. Et on a essayé d'optimiser ce qu'on pouvait optimiser dans les pays où c'était possible et selon les contraintes, en profitant également de formations qui pouvaient être proposées ou de soutien qui pouvaient être proposés par le gouvernement français, par exemple. Ok, ouais, donc forte réactivité et mise en avant de pas mal de formations que vous avez déjà en magasin. Très bien. D'ailleurs, vous avez en 2020 PSA au sortir du premier déconfinement, donc on se retrouve en mai 2020, début mai,
a annoncé finalement le passage du travail à distance comme la référence pour tous les collaborateurs qui sont pas liés à la production. Hein. Voilà. Et donc, c'est un nouveau plan qui s'appelait New Era of Agility, qui a conduit finalement plus de 40 000 collaborateurs dans des nouvelles modalités de travail et de collaboration. Donc, c'est un vrai changement, surtout à une échelle d'une très très grande entreprise multinationale. Comment vous accompagnez ce changement avec la formation qui s'est fait finalement de manière très très rapide, et comment vous arrivez en fait à accompagner ce changement avec les équipes? Alors effectivement, on a été fortement impliqués dans ce projet. On a proposé des parcours de formation à la fois pour les collaborateurs et les managers, en proposant des parcours de e-learning. On a essayé d'avoir une approche assez personnalisée, d'ailleurs suite au retour de nos syndicats entre autres, parce qu'on avait mis pas mal d'offres à disposition. On les a retravaillées pour mieux répondre et mieux guider nos collaborateurs. Donc on a à chaque fois, par exemple, 3 niveaux en fait. Quelqu'un qui démarre en travail, puisqu'il y a des gens qui en avaient jamais fait. Donc là, on part sur les basiques, aménager son espace chez soi, comment s'organiser, les petites choses auxquelles être attentif. Un deuxième niveau qui est pour des gens qui ont déjà télétravaillé, mais qui ont envie, voilà, de se perfectionner, de découvrir d'autres choses, parce que c'était plutôt de manière ponctuelle, et là, dans la durée, ça change certains comportements. Et un troisième niveau pour les gens qui sont un petit peu plus experts et qui avaient déjà des contrats de télétravail, parce qu'on en avait un certain nombre dans le groupe, et qui là ont plus envie d'aller chercher de nouvelles méthodologies pour animer des réunions, communiquer de manière plus efficace ou communiquer à l'international. Donc ça, c'était le niveau 3. Et donc, on l'a fait à la fois pour les collaborateurs, mais également pour les managers, parce que ça a aussi une incidence assez forte sur la manière de manager. Donc, on avait deux parcours en 3 étapes pour ces 2 cibles. On a également partagé des bonnes pratiques, identifiées par des collaborateurs et enrichies lors de groupes de travail, que voilà, chacune des équipes ensuite peut s'approprier. Donc c'était pour faire des choses un petit peu plus simples et plus concrètes, et de se dire concrètement au quotidien, qu'est-ce que ça change pour moi, quelles sont les recommandations en termes d'organisation des réunions, d'organisation de mon espace, de mon équilibre vie pro, vie perso, etc. Ok. Ça, Ouais, voilà, on a essayé de réagir assez rapidement et de proposer ces parcours-là en e-learning pour que ce soit accessible à tous, puisque on est toujours en télétravail à très fort pourcentage. Donc c'était la modalité qui semblait la plus efficace, et on a ensuite des relais dans les directions qui font la promotion des différents contenus qu'on peut partager. On a également profité de formation FNE, du coup, pour mettre un petit peu l'accent pour ceux qui voulaient aller plus loin ou avoir des compléments, et on a mis à jour nos programmes managériaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en intégrant la notion de management à distance. Oui, effectivement. Un gros succès de management à distance en 2020 pour tous les organismes effectivement qui ont proposé ça, parce que effectivement ça change totalement le rapport aux personnes, aussi le rapport au travail. Donc vous avez parlé de vie pro, vie perso. Effectivement, ce sont des vrais changements qui sont accompagnés. Et voilà, je trouve assez intéressant chaque fois voilà, le fait que vous décopiez bien par rapport au niveau de maturité et au niveau d'attente que vous pouvez avoir chez vos collaborateurs. On a touché du doigt un sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est finalement la culture apprenante. Alors d'une part au niveau individuel, et il me semble que vous essayez vraiment de promouvoir ça. Comment finalement aujourd'hui un collaborateur il est acteur de sa formation chez PSA ou chez Stellantis? Ah oui, c'est certain, c'est un enjeu important, et je pense qu'on n'est pas les seuls. C'est une thématique qui revient souvent dans les réunions ou les congrès learning. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, dans un monde qui est en forte mutation, avec des compétences assez variées et nouvelles à apprendre en permanence, on se dit que la formation peut plus répondre à toutes les problématiques, et qu'il faut effectivement que chaque salarié prenne également en main une partie de son développement, et que nous on l'accompagne et qu'on l'aide à développer tout ça, en mettant des offres en self-service, par exemple, sur le LMS, des parcours de e-learning, des recommandations de MOOC. On organise régulièrement également des conférences qu'on propose ensuite en replay. Voilà. Donc nous, on peut accompagner, on peut identifier les sujets clés et les engager dans différentes actions. Mais l'idée, c'est que derrière, ils puissent également, eux, prendre la main, alors de différentes manières. On a également lancé un programme en France, enfin un programme,
une initiative, on va dire, en France qui s'appelle le Capital Apprentissage, qui consiste à donner 7 jours par an à chaque collaborateur pour qu'il puisse se former en dehors de son plan de formation. Donc en fait, il signale à son manager qu'il va prendre 2 heures, 4 heures ou une journée entière pour se former. Il explique sur quel sujet cela va porter et il demande l'autorisation de passer du temps pour faire cela. Donc l'idée, c'est de décomplexer par rapport au temps qu'on peut passer et s'autoriser en fait à passer du temps à apprendre. Donc ce projet a pour vocation de se déployer dans d'autres pays que la France, et on a suggéré en fait différentes manières d'apprendre. Ça peut être écouter une conférence, partager avec des pairs, lire des contenus en ligne, lire un livre, enfin peu importe. Mais voilà, de leur dire voilà, il y a d'autres manières d'apprendre et de les inviter à le faire et surtout de les autoriser à le faire, parce que certains pouvaient peut-être avoir l'impression que voilà, il fallait on est au boulot pour faire assurer ses tâches, ce qui est certain, mais pour les assurer mieux et de manière plus efficiente demain, il est utile de continuer à se former en permanence. On a aussi des initiatives dans certaines directions qui mettent en place des créneaux dédiés à l'apprentissage et pour apprendre, donc avec 2 heures, voire une demi-journée consacrée à l'apprentissage ou par mois ou par semaine dans celles qui sont les plus avancées, pour justement que tous ensemble collectivement partagent et apprennent sur ces moments-là. Il y a un dernier volet aussi qui nous reste à développer assez fortement, c'est d'arriver à démontrer que on peut apprendre les uns des autres aussi et que la collaboration et les échanges sont aussi une bonne forme d'apprentissage, et c'est aussi un réflexe qu'on voudrait développer chez nos collaborateurs, où finalement tout le monde peut être formateur d'une certaine façon. Et le dernier volet qui reboucle un petit peu avec ce qu'on s'est dit au départ, la culture de l'apprentissage, c'est aussi la culture d'une entreprise qui teste, qui apprend de ses erreurs, qui essaye des choses. Donc ça vient bien bon. Ça va vraiment de la culture agile et digitale dans ces modes de développement, parce que finalement c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc l'idée est aussi d'essayer des choses, de pratiquer des choses qui vont nous permettre de découvrir que certaines solutions fonctionnent, d'autres moins, et pour à la fin arriver au bon résultat. Mais apprendre en faisant, ça reste toujours aussi une bonne manière d'apprendre. Ouais, c'est clair. Et super. En tout cas, ça répond à la question et ça répond effectivement même au sujet et au nom de ce podcast qui est l'entreprise apprenante. Et voilà. Et on sent dans ce que vous dites toute l'impulsion que vous souhaitez et surtout tout le relais que vous souhaitez avoir avec vos collaborateurs afin qu'ils puissent prendre même la mesure de leur propre développement de compétences. Et je trouve que notamment cette initiative de bloquer, enfin, ou de débloquer des jours pour qu'ils puissent se former hors plan de formation, qu'ils puissent finalement aller piocher dans tout ce que vous mettez en place des formations, c'est super intéressant parce que souvent, comme vous l'avez dit, on a ce blocage psychologique qui dit bon, je suis au travail, je vais pas prendre 1 heure pour me former, alors que c'est globalement un élément constitutif du développement de la compétence individuelle et de la compétence collective, donc de la compétitivité de l'entreprise. Donc, je trouve ça assez super intéressant que vous puissiez nous partager ça aujourd'hui. Pour finir, je voudrais qu'on parle un petit peu de demain et qu'on puisse parler de manière plus générale sur votre perception. Comment vous voyez l'évolution de la formation dans les années à venir de manière générale? Bon, je pense que 2020 nous a beaucoup fait évoluer sur certains points qu'on pensait peut-être ne pas faire aussi rapidement. J'évoquais tout à l'heure les formations managériales, où je pense que comme beaucoup d'entreprises, le présentiel était assez sacré et finalement on se rend compte que ça fonctionne différemment. Donc je pense qu'il y a pas mal d'a priori qui sont tombés. On a découvert que ça pouvait avoir de très grands avantages et quelques inconvénients aussi. Un des avantages pour une entreprise qui souhaite se développer à l'international, c'est de pouvoir avoir des cohortes et des participants du monde entier, ce qu'on a plus difficilement quand on fait des formations en présentiel où on a tendance à prendre les gens du pays ou de la région. Donc ça, c'est une vraie richesse en fait de pouvoir organiser les formations de cette manière-là. Après, je dis pas qu'il faut rester à 100% sur du digital et qu'il faut tout virtualiser. C'est juste que ça correspond à des modes de fonctionnement qui évoluent. Si on travaille de plus en plus à distance, il est certain que la virtualisation va aider, mais il va falloir juste trouver le bon équilibre avec les moments où il faut se connecter et
des choses qu'on va devoir continuer à faire en présentiel. Bon, pour certaines formations industrielles, c'est certain qu'il y a des choses qui sont restées en présentiel et qui le resteront toujours, même si on peut digitaliser la manière de les mettre en œuvre avec des casques de réalité virtuelle ou autres qui mettent en situation, qui mobilisent moins de formateurs. Donc il y a toujours des choses à aller chercher pour gagner du temps, de l'argent et de l'efficience, et gagner en disponibilité surtout. Mais dans d'autres cas, pour revenir au management, même si les participants nous disent ça fonctionne, il y a pas de souci, le virtuel pour le management peut être efficace, il manquera toujours les échanges et le côté informel, hein, ce qui rejoint aussi la question du télétravail et du lien social et des réseaux qu'on développe, etc. Donc il faudra trouver le bon équilibre pour arriver à réinjecter un petit peu plus de relations humaines, sachant qu'on peut aussi essayer de les développer en digital. Donc voilà, c'est juste l'équilibre à trouver, même si je pense qu'on a fait un vrai pas en avant sur le digital et qu'on reviendra pas en arrière à quelques exceptions près. C'est un pas de fait dans ce sens-là. On l'évoquait tout à l'heure. Pour moi, l'évolution de la formation, c'est de rendre les apprenants plus autonomes sur leur montée en compétences. C'est également dans le cadre de Stellantis d'avoir une formation plus internationale aussi et de jouer vraiment ce réseau et de capitaliser sur les forces du groupe aux quatre coins du monde. C'est de se dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres et qu'on a un capital de savoir dans une entreprise, surtout comme dans la nôtre où on a un savoir-faire qui est assez important dans certains domaines. Donc d'arriver à tirer le meilleur finalement de ce que nos collègues peuvent nous apprendre et de développer une curiosité un peu permanente, parce que je pense que finalement apprendre plus souvent en petite quantité des fois peut être plus utile, où on va mieux mémoriser que finalement en passant une journée entière de formation, on va avoir plein de concepts en même temps et qu'il va falloir qu'on répète et qu'on revoit pour qu'il y ait un réel ancrage. Donc j'aime bien l'idée d'apprendre souvent un peu tout le temps des petites choses. Donc ça peut être lors d'un échange avec un collègue, d'un article qu'on vient de lire. Voilà, je pense que ça peut c'est un petit peu comme ça que moi je vois la formation du futur, et en tout cas celle qui nous permet de rester employable dans le temps. Oui, pour moi c'est surtout cette tendance-là en tout cas que j'imagine à court et moyen terme. Ok, ouais, trop bien. Moi, je souscris. Je suis assez personnellement dans cette dynamique où voilà, je pense il est important, je pense, d'être tout le temps, de se former tout le temps et par petits bouts. Comme ça, on n'a pas d'indigestion et puis on arrive à prendre le temps de bien incrémenter les choses et de faire et ensuite de connecter les points. Super, merci beaucoup Anne. C'était super intéressant. Merci beaucoup. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.